Bonsoir, bienvenue dans votre émission bimensuelle du mercredi avec les dealers de sciences sur les ondes de Radio Campus Bordeaux 88.1. C'est Lucie au micro, accompagnée par Chloé. Si elle arrive un jour, on ne change pas une équipe qui gagne. Bon, je vais essayer de l'appeler. Oui, Chloé, t'es où? On a une réunion à animer. je suis en bas, j'arrive. J'ai été interrompue par une magnifique affiche faite par nos M2. Tu parles de l'affiche de la semaine de culture scientifique sur le thème des origines? Oui, exactement. Et juste à côté, il y avait avec un beau ciel étoilé il y a une affiche avec un beau ciel étoilé qui a attiré mon attention au dépend de mon retard. L'affiche expliquait que l'année 2025 serait riche en phénomènes astronomiques. Tu veux parler d'aurore boréale, d'étoiles filantes, d'éclipses? Non, pas tout à fait. Hier soir, on a pu voir un alignement de 6 planètes dans le ciel. Manquait plus que Mercure. C'est vrai? Elles étaient vraiment alignées? Les astronomes parlent plus de rassemblement planétaire lorsque 3 planètes sont visibles sur le même plan, donnant l'impression d'être placées pratiquement sur la même ligne. En réalité, elles ne sont pas véritablement alignées. Mais on a l'impression d'un alignement parce que les planètes du système solaire gravitent sur un plan plat autour du Soleil. C'est à partir de 5 planètes qu'on parle de grand alignement. Les suites à 6 astres sont plus rares, mais c'est pourtant ce qui s'est passé hier. Oh, purée, je suis dégoûtée, j'étais en train de dormir, moi, fallait me prévenir, hein. T'inquiète pas, ce phénomène va se reproduire le 28 février avec un alignement des 7 planètes du système solaire cette fois-ci. Oh, encore mieux. Et tu pourras quand même l'observer, car il n'y a pas besoin d'équipement spécifique. Oh, chouette, merci de l'info. En parlant d'espace, tu as vu que la fusée de Jeff Bezos a réussi à décoller la semaine dernière? Ah oui, la fusée New Glenn développée par Blue Origin, c'est ça? J'ai entendu dire qu'elle avait explosé peu de temps après son décollage. C'est pas tout à fait ça. Le premier étage de la fusée est un propulseur réutilisable. Il devrait atterrir sur une barge dans l'océan Atlantique, mais les chercheurs ont malheureusement perdu sa trace lors de sa descente. Par contre, le deuxième étage de la fusée a réussi à atteindre l'orbite. Donc en réalité, l'objectif de Blue Origin a été atteint. Elon Musk doit être content que son principal concurrent y soit arrivé. Figure-toi, il l'a félicité sur la plateforme X. C'est bien, comme quoi. Tiens, d'ailleurs, en parlant de millionnaires américains, j'ai vu que Donald Trump va engager une procédure pour retirer les États-Unis de l'accord de Paris sur le climat. Tout juste investi et c'est une des premières mesures qu'il prend. On voit bien le personnage. Et c'est la deuxième fois qu'il le fait en plus. Ça commence bien. Changeons un peu de sujet. D'ailleurs, tu as vu le nouveau tatouage d'Emily? J'aime beaucoup l'étoile au-dessus de Sonic. Hein, quoi? Comment ça, elle me l'a pas dit? Ah bon? Mais t'inquiète pas, je suis sûre qu'elle te le montrera juste avant la réunion. D'ailleurs, ça me fait penser à un article qui parle des tatouages de momies péruviennes. Donc si je comprends bien, Emily te fait penser à une momie? Ok, pas de souci, je prends note. Oh, mais non, je parle juste des tatouages. Ouais, tu te rateras bien. Et du coup, il parle de quoi ton article? En fait, c'est une étude faite par des archéologues de l'université chinoise de Hong Kong qui s'est concentrée sur 4 personnes dont les tatouages ressemblaient à des formes géométriques comme des triangles et des diamants. Et ce qui rend ces tatouages extraordinaires, c'est qu'ils datent de 1250 après Jésus-Christ. Et ces tatouages sont presque de meilleure qualité que ceux d'aujourd'hui. Ah oui, vraiment? Et oui, et attends, c'est pas tout. Les tatouages sont très utiles dans l'histoire. Ils ont souvent une signification. Ils peuvent être utilisés pour indiquer l'identité culturelle, l'appartenance à un groupe social, voire même commémorer des événements personnels. Et est-ce que cette découverte ne permettrait pas de découvrir l'origine des tatouages? Oh, en parlant d'origine, on a une réunion, nous. T'arrives quand? Oui, attends, je viens de voir à l'instant qu'il y a une conférence sur la morphogénèse de Bordeaux des origines à la fin du Moyen-Âge avec Ézéchiel, Jean Courret et Juline. Ça pourrait être intéressant pour notre thème sur les origines. Ah oui, très bonne idée. Attends, je te rejoins. T'es où là? Alors, ne te fâche pas, mais je suis au 2e étage. Oh, t'as fait que 2 étages depuis tout à l'heure? Oui, bon, dépêche-toi, ça va commencer, tu vas être en retard. C'est toi qui me parles de retard? Bon, j'arrive. Bonjour à tous et merci d'être venus. Je m'appelle Juline et je suis avec Ézéchiel Jean Courret, actuellement maître de conférence à l'université de Bordeaux-Montaigne en histoire médiévale. J'ai voulu m'entretenir avec vous parce que je viens d'une région où la culture locale est très présente. Mais en arrivant à Bordeaux, à part le vin et les cannelés, je n'ai pas entendu beaucoup de choses sur l'histoire locale. Pourtant, d'après mes cours d'histoire, si je me souviens bien, il y a eu des événements marquants comme la domination anglaise en Aquitaine, par exemple. Pour éclaircir ce sujet, qui de mieux pour en parler qu'un spécialiste? Donc, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous parler de vos recherches? Bonsoir d'abord et merci de votre invitation. Je suis effectivement enseignant-chercheur au sein d'un laboratoire de recherche qui s'appelle Ozonus sur le campus, qui est une unité mixte de recherche qui rassemble à la fois des enseignants-chercheurs et des chercheurs du CNRS et qui est spécialisé sur l'archéologie et l'histoire des périodes antiques et médiévales et également sur les classical studies, les lettres classiques, regroupant bien sûr les langues grecques et latines. Donc une équipe assez importante qui rassemble une grosse cinquantaine de personnels de recherche, plus bien sûr une grosse cinquantaine également de doctorants notamment au sein de ce laboratoire très actif.
Donc vous avez nous avons donc vous avez retracé l'histoire de la ville de Bordeaux avec notamment votre thèse sur la morphogenèse de Bordeaux, des origines à la fin du Moyen Âge. Et donc c'est fabrique, paysage et représentation de l'urbe, c'est le titre de votre thèse. Je vais vous demander d'en parler un peu plus. À partir de quand peut-on dater la construction de la ville de Bordeaux ? Bon, cette thèse me ramène à la préhistoire de ma recherche, je dirais. La morphogenèse, c'est un mot un peu compliqué pour signaler en définitive que je vais m'intéresser, que je me suis beaucoup intéressé à la façon dont se fabriquent les espaces urbains. Et pour savoir comment l'espace urbain se fabrique, eh bien, on étudie l'espace urbain dans la longue durée, sans nécessairement sélectionner que le Moyen-Âge, même si c'est ma casquette première. Je travaille très souvent en amont et en aval du Moyen-Âge, à partir de sources extrêmement diverses. Et pour répondre plus précisément à votre question sur les origines de Bordeaux, elle se situe à la protohistoire, comme Lyon, Marseille. On a une ville qui commence à se pérenniser dans ses formes de voirie, dans ses formes d'emprise d'îlots, aux alentours du VIe siècle avant Jésus-Christ, ce qui fait une épaisseur historique de 2600 ans. Sur la stratigraphie de Bordeaux, l'épaisseur de la couche de ville qui se construit sur la ville, ça fait une stratigraphie à Bordeaux d'à peu près 4 à 6 mètres selon les sites archéologiques. Ah oui, d'accord. Et du coup, à cette construction, est-ce qu'il y a une raison particulière, une fonction prévue qu'on peut justifier Alors, ce que nous, on appelle ville, je ne sais pas si les habitants de la protohistoire des âges du bronze et du fer l'auraient appelé ville. Parce que nous, on imagine dans la ville un cumul de fonctions politiques, religieuses, économiques, civiles, etc., au même endroit. Alors que les archéologues qui sont spécialistes de la protohistoire, ils s'aperçoivent en fait que les villes sont des villes éclatées et que chaque noyau d'occupation a une fonction très particulière, qui religieuse, qui funéraire, qui sur l'économie. Et donc sur Bordeaux ici, c'est sur la partie archéologique que l'on connaît, c'est essentiellement les activités associées au commerce des métaux et au commerce du sel et au commerce atlantique qui ferait de Bordeaux une sorte de tête de pont très importante dans le cadre, bien sûr, des échanges atlantiques de cette époque-là. D'accord. Et donc, du coup, on parle du début, et au final, après, quelles ont été les étapes les plus importantes par lesquelles est passée la ville au cours du temps, selon vous ? Ça va être assez difficile là, de vous résumer 2600 ans d'histoire en 40 secondes. Mais pour faire bref, je dirais que le moment où l'occupation urbaine va cumuler toutes les fonctions que nous lui donnons aujourd'hui, c'est l'époque augustéenne. C'est le tournant de l'ère. On est à peu près entre -10 avant Jésus-Christ et les années 20 après Jésus-Christ. C'est là que se met en place, à l'époque augustéenne, une immense opération d'urbanisme qui va structurer l'espace bordelais et qui va être un marqueur dans le damier de la voirie qui impacte toujours la morphologie de la ville avec, je dirais, des axes nord-sud tels que la rue Sainte-Catherine, que l'on appelle des cardines à l'époque antique, et qui sont recoupés de façon perpendiculaire par un certain nombre d'autres axes qu'on appelle des décumanies, tels que par exemple l'alignement des rues Porte d'Igeot et Saint-Rémy. Donc ça, c'est véritablement le moment où la ville se cristallise dans le cumul des fonctions telles qu'on la connaît. Et puis une ville qui va ensuite se protéger, parce que là, elle est encore ouverte. Donc elle va se protéger, se doter de remparts, de premiers remparts, à la fin du IIIe siècle. Puis ensuite une ville qui, au cours du Haut Moyen-Âge, au lieu de s'étendre, va au contraire reconnaître des phénomènes de recentralisation, et en particulier au cours de l'époque carolingienne. Bordeaux est un pôle de commandement important qui va susciter la création d'une enceinte non pas extérieure à l'enceinte dont je vais vous parler, mais d'une nouvelle enceinte à l'intérieur qui va protéger un pôle de pouvoir extrêmement important autour de Saint-Projet. Autour de la place Saint-Projet, qui est le vieux marché, le forum Vétus de Bordeaux.
Et puis ensuite, vous avez l'émergence de la Jurade bordelaise, évidemment, sur le début du XIIIe siècle, la création d'une nouvelle enceinte dont il reste la grosse cloche, qu'on appelle en fait enceinte du bourg Saint-Éloi, puis à nouveau l'immense enceinte de Réunion du XIVe siècle, et une ville qui, peu ou prou, est déjà dessinée à la fin du Moyen-Âge et qui ne va faire que renouveler son bâti, en gros, à l'époque de Tourny, au cours du XVIIIe siècle. Voilà. Donc actuellement, on voit encore les traces du début de la construction de Bordeaux. On voit, on fait tout un tas d'opérations et d'aménagements de l'espace qui font que cet espace, il n'est pas palimpseste. On ne gratte pas les aménagements les uns avec les autres comme on peut gratter une écriture sur un parchemin pour le remplacer par une nouvelle écriture. En fait, ce qui est assez chouette dans l'espace urbain, c'est de penser que très souvent, et c'est en tout cas le cas à Bordeaux, les voiries elles sont bien pérennisées à partir du moment où on décide de les ouvrir. Mais c'est le paysage du bâti qui borne ces voiries qui, lui, évolue. Donc, on a un apprentissage de la ville par trace qui est parfois un peu difficile à appréhender, surtout pour le médiéviste que je suis, parce que du bâti médiéval à Bordeaux, il n'y en a quasiment plus, puisque tout a été retransformé par ce bâti d'époque classique et néoclassique. Et qu'est-ce qui s'est passé pour que ce bâti médiéval que vous appelez soit remplacé par ces bâtis de l'époque classique, au XVIIIe siècle, c'est ça ? Je pense qu'il y a plusieurs phénomènes qui pourraient répondre à votre question. Il y a d'abord un phénomène de renouvellement du bâti classique qui se fait maison après maison. Il y a aussi des phénomènes de mode. Il y a aussi des conjonctures assez typiques. Vous mettez la ville en péril avec des activités parfois industrieuses utilisant du feu et vous pouvez avoir un incendie. Donc ici, c'est l'imbroglio et le mélange de toutes ces causalités qui expriment ça. Mais il y a quand même, je pense aussi, parfois, des éléments décisionnels associés à l'ego d'une personne un peu importante. Lorsque l'intendant Tourny décide de réaliser coup sur coup un nombre d'opérations d'urbanisme infiniment importantes, c'est pour passer, bien sûr, comme un constructeur et rentrer dans les grâces royales. Donc ici, voilà, il y a ce jeu très, très complexe ici de causalité à prendre en compte. D'accord. Cet intendant Tourny, je ne l'avais jamais entendu parler jusqu'à présent. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus il a un rôle important Louis Urbain Aubert, marquis de Tourny, c'est quand même quelqu'un qui est très important. L'intendant de l'époque moderne étant l'équivalent à peu près d'un préfet actuel, donc qui a un certain nombre de prérogatives en matière de police, de justice, de finances, de fiscalité, qui est un représentant de l'État monarchique qui se trouve en place. Et puis, ce qui est tout à fait symptomatique de l'œuvre de Tourny, c'est que c'est quelqu'un qui va également, dans le milieu du XVIIIe siècle, répandre un certain nombre d'idées hygiénistes associées à l'émergence de cette émulation intellectuelle du siècle des Lumières, et qui souhaite un renouvellement des formes urbaines pour apporter de l'air dans un bâti qui apparaît poussiéreux, pour ne pas dire crade, parce que pas de système d'évacuation des eaux usées, par exemple, et un bâti médiéval qui est assez péjoratif aux yeux des gens de cette époque, puisqu'ils considèrent que les maladies se propagent par le manque d'air qui ne circule pas en ville, d'où cette idée, bien sûr, de faire exploser les voiries médiévales étroites et de les remplacer par un certain nombre de larges voies qui vont apporter dans le cœur du tissu urbain cet air dont on manque. D'accord, ok. Est-ce que vous pouvez nous parler des populations qui habitent la ville de Bordeaux durant son histoire, son évolution ? Alors les peuples déjà qui sont à l'origine des phases anciennes sont une population celtique qu'on appelle les Bituriges. Et chez les Bituriges, qui à l'origine viennent de Bourges, il y a les Bituriges Cubi qui sont restés là-bas. Et puis chez nous, il y a les Vivisques, les Bituriges Vivisques qui ont émigré ici dans le cadre de la guerre des Gaules, à l'époque de Jules César, si vous préférez. Et puis cette population celte, elle va connaître au cours de l'histoire un certain nombre de brassages et accueillir un certain nombre d'autres populations. Je pense en particulier au cours du Haut Moyen-Âge à l'arrivée des Vascons. Et
la constitution de notre Vascogne, de notre Gascogne par la suite médiévale, qui sont des peuples d'outre-Pyrénées et des deux mêmes côtés des Pyrénées, puisque une large partie du Pays basque actuel, du Labourd, du Marensin, de la Chalosse, sont pays de Gascogne et du sud des Landes. Et ces gens-là, bien sûr, vont s'assimiler ici à cette culture et sont à l'origine d'un parler particulier parmi les Occitans du Moyen-Âge que l'on appelle le gascon. Voilà pour moi les brassages essentiels, même si après, bien sûr, l'époque de l'Union anglo-gasconne a apporté son apport de population venant des îles britanniques, puisqu'il y a un commerce très important autour du commerce vinaire à Bordeaux, et donc un certain nombre de marchands, mais aussi d'hommes politiques nommés directement par le roi-duc Plantagenet ou Lancastre pour venir soit le représenter, soit diriger un certain nombre d'affaires dans la ville de Bordeaux. Pas mal de maires sont souvent des pions positionnés par le pouvoir anglais à cette époque-là. Et puis ne pas oublier qu'avec la reconquête de la guerre de 100 ans, évidemment, il y a des brassages importants, des arrivées très importantes de populations, entre guillemets, de parler français. La guerre de 100 ans, Bordeaux, elle a joué un rôle dedans? Absolument capital, puisque, ne l'oublions pas, depuis que la Rochelle est tombée en 1224, c'est Bordeaux qui devient la ville principale du roi-duc Plantagenet, et donc elle est à la fois capitale de l'Aquitaine, mais aussi capitale d'un espace plantagenet et de l'espace continental des Plantagenets. Donc elle a un rôle tout à fait majeur dans la guerre de 100 ans, parce que c'est la plus grosse ville d'Aquitaine, parce que c'est la grosse ville du diocèse. La deuxième grosse ville du diocèse à cette époque-là, c'est pas Libourne, c'est Saint-Émilion d'abord, puis ensuite, plus tardivement, Libourne. Bazas, c'est un autre diocèse. Et Bordeaux, elle a un poids économique particulier, elle a un rôle militaire particulier. C'est elle qui souvent aussi va diriger un certain nombre de ligues urbaines pour essayer de résister, je dirais, aux Français, parce que ne l'oublions pas, l'union anglo-gasconne fait que celui qui n'est pas chez lui ici, c'est le français. Donc N'en déplaise à la réécriture de l'histoire politique actuelle. C'est vrai qu'on n'en parle plus beaucoup du fait que l'Aquitaine était avec les Anglais. Donc les Plantagenets que vous parlez, c'est la famille des rois de France, c'est ça, où il y a eu la querelle, les Plantagenets, c'est la dynastie anglaise. La dynastie anglaise, oui, d'accord. Donc c'est eux qui... Parce que côté français, on est sous les Capétiens et les Valois. Voilà, d'accord. Donc elle avait donc... à l'échelle nationale, Bordeaux, donc elle a eu un rôle important pour ce pays qui, au final, donc vous l'avez dit, pour l'Angleterre. Et la France, actuellement, après, elle a eu un rôle... Il y a un retour de bâton, si vous voulez, qui se passe au sortir de la guerre de 100 ans. Puisque la ville qui a eu du mal à rentrer dans l'hommage qu'elle devait rendre normalement au roi de France va être mise un peu sur la touche pendant un moment avant que Louis XII, à la fin du XVe siècle, ne restitue aux Bordelais leurs privilèges, parce qu'il se rend bien compte que de toute façon, il a besoin d'une ville forte commercialement pour financer aussi un certain nombre de choses. Donc parmi les relations que Bordeaux peut avoir avec le pouvoir monarchique, il y en aurait énormément à citer, mais je pense que là, ça serait plutôt à des historiens modernistes, aux contemporanéistes, que de pouvoir intervenir sur le rôle particulier que peut avoir la ville, qui a quand même accueilli le gouvernement de la France à une époque de la défaite, de la grande défaite de 1940, et avant l'implantation, bien sûr, du gouvernement français à une nuit à Clermont et ensuite pérennement à Vichy. Et vous disiez, à Bordeaux, on parlait le gascon, et maintenant, on parle français. Le tournant, il s'est fait à quel niveau, à quel moment Tardivement. Le courant, il se fait essentiellement au cours du XVIIIe siècle et du XIXe siècle.
au cours du XVIIIe siècle, parce que les élites marchandes bordelaises sont généralement des élites qui parlent à la fois les parlers locaux et également des parlers véhiculaires tels que le français. On parle de diglossie en histoire, on maîtrise comme ça plusieurs langues. Et puis, je pense quand même que l'aspect le plus phénoménal, c'est la mise en place de notre école laïque et républicaine, sous la Troisième République, au cours des années 1870 et 80, là, avec les lois Ferry, etc., qui va, je dirais, se saisir de la langue française comme une façon d'unir la diversité des provinces françaises dans, je dirais, un accord et une forme aussi de soumission à la République. Donc c'est un long processus que celui de l'adhésion linguistique d'une ville ou d'un pays à un parler véhiculaire. D'où le fait que maintenant on ne retrouve plus beaucoup de traces de gascon. Ah ben si, vous l'avez quand même dans les noms de rues. Il y a beaucoup de noms de rues qui sont, quand vous naviguez sur la rue Arnaud Miquet ou sur la rue Planta Rosa à Sainte-Croix. Il y a beaucoup de noms de rues de Bordeaux qui sont associés. Moi, j'ai fait une étude toponymique. Il y a à peu près un peu plus de 30% des noms de rues de Bordeaux qui ont une étymologie gasconne. Alors, parce qu'on les a un peu francisés depuis, mais si vous voulez arriver sur l'étymologie, elle est gasconne. Oui, il n'y a plus la connotation. Donc elle existe, okay. elle existe. On l'entend plus trop, en fait, peut-être. Oh, peut-être dans votre accent, mais c'est bien ça. Ah. Dans le mien, d'ailleurs. Et d'un point de vue local, au final, quel était le poids de l'influence de Bordeaux en Aquitaine ? Ce poids, il est majeur au cours de l'histoire, puisque Bordeaux va devenir une capitale de l'Aquitaine seconde dès l'époque antique. Avant, c'était Saintes, et puis de façon définitive, c'est Bordeaux qui va bien sûr rayonner. Et puis, lors de la création de cette Aquitaine médiévale, c'est bien sûr Poitiers qui va d'abord avoir la tête du duché, mais rapidement, bien sûr, la mise en place d'une immense principauté. La principauté de la famille des Guillaume, la famille donc des parents, des arrière-grands-parents d'Aliénor d'Aquitaine, ceux-ci vont construire une principauté qui est bien plus puissante que n'importe quelle autre puissance en France. Le roi de France est un tout petit seigneur à côté de Guillaume d'Aquitaine. D'où le déséquilibre d'ailleurs que suscite ce mariage ou ce remariage. Voilà. D'accord. Et le nom de cette principauté, c'est... La principauté, c'est pour moi la principauté d'Aquitaine. Oui, la principauté, c'est son nom. Et en fait, dans cette Aquitaine-là, lorsque les Anglais arrivent au cours de la guerre de 100 ans, les Anglais et les Gascons ont du mal à prononcer le A, lorsque le A est en début de mot. Et donc, ils ne vont pas parler d'Aquitaine, mais d'Aguienne, d'où le terme de Guyenne. D'où ça vient la Guyenne, d'accord. Voilà. Ok. Et est-ce que vous avez une anecdote insolite de la ville à nous partager ? Oui, alors ça sera une anecdote personnelle. En 2003, alors que je préparais encore ma thèse, j'ai eu l'opportunité de fouiller, de faire des fouilles archéologiques sous la direction de Vandel-Mijon sur la tour porche de la cathédrale Saint-André. Tour porche que l'on ne connaissait que par quelques mentions du tout début du XIIe siècle. On parlait d'un clocario novo, un clocher neuf. Eh bien, ce clocher neuf, j'ai eu la chance de le fouiller et c'est assez émouvant parce que se dire que cette tour porche est celle sous laquelle Aliénor et Louis VII sont passés lorsqu'ils se sont mariés en 1137, eh bien, ça avait quand même quelque chose d'assez particulier. Et je me suis senti très privilégié pendant ces presque 2 mois de fouilles que de passer beaucoup de temps à l'intérieur de cet endroit-là, qui aujourd'hui a été recouvert, bien sûr, par la place Péberlan, mais qui reste tout à fait cher à mon cœur. Merci beaucoup pour toutes vos réponses apportées. C'est un plaisir de discuter avec vous. Merci de votre invitation. J'ai adoré. On apprend tous les jours sur Bordeaux. Elle n'a vraiment pas fini de me surprendre, cette ville. Même les trams ? Tu vas nous porter la poisse. Arrête, j'entends rien. Oh, ça va, j'ai compris. Est-ce que tu préfères qu'on écoute une musique ? Hein ? T'as dit quoi ? Tiens, mets ça dans ton oreille. C'est Here Comes the Sun des Beatles.
sun. Here comes the sun. I say it's alright. Little darling, it's been a long, cold, lonely winter. Little darling, it feels like years since it's been here. Here comes the sun. Here comes the sun. I say it's alright. Little darling, the smiles returning to the faces. Little darling, it seems like years since it's been here. Here comes the sun. Here comes the sun. And I say it's alright. Sun, 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 here it comes. 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 Little darling, I feel that ice is slowly melting. Little darling, it seems like years since it's been clear. But here comes the sun. Here comes the sun. And I say it's alright. Here comes the sun. Here comes the sun. It's alright. It's alright. Sympa cette musique. D'ailleurs, elle était à quelle heure la réunion sur les origines avec les autres? Oh purée, c'est vrai, on va être en retard. Dépêchons-nous. Et patati et patata, toute la journée, ça n'arrête pas. Eh, mais c'était ma phrase, ça. Émilie, alors comme ça, on me dit pas qu'on se fait un tatouage. C'était censé être une surprise, Chloé. Tu peux pas garder un secret plus de 2 secondes. C'était un secret? Hi, désolée. Bon, sinon, toi aussi tu es en retard pour la réunion? Oui, le tram, tu connais. Ah ça oui, on connaît. Bon, allons-y, ils doivent nous attendre. Ils sont déjà là. Vite, installons-nous. Bonjour à tous, désolé, on a été retardé par Chloé. Je vois que ça n'a pas été une de ses résolutions pour cette année. Hein. Hé, c'est pas juste. Bon, on n'a pas le temps les filles, on commence la réunion. Si je me rappelle bien, on devait parler de la SCS et de son thème sur les origines. Ah oui, c'est vrai. Est-ce que vous avez des idées de ce que peut inclure ce thème? C'est très large, je sais. Ça peut être, par exemple, les origines de la vie, de l'univers ou de... De ton retard. Oui, voilà, exactement. Et vous verrez que ce n'est pas de ma faute. Moi, je pensais plus à l'origine des mathématiques. Attends, de tous les sujets que tu aurais pu choisir, comme l'origine de l'homme ou du monde, t'as choisi les maths? C'est vrai que ça ne donne pas trop envie. Mais attendez, avant de vous plaindre, j'ai même pas encore commencé. Regardez, petit exercice fun, c'est quoi pour vous les mathématiques? Waouh, c'est vrai que si tu rajoutes des définitions, c'est 1000 fois plus fun. Un casse-tête? Qu'est-ce que ça m'apporte en réalité de savoir que Jules a 15 bonbons et qu'il n'en partage que 3? Peut-être qu'il est radin, il aurait pu en donner plus. Hein. Les filles, concentration. Pourquoi je leur ai demandé? On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Est-ce que c'est seulement des chiffres, des nombres, ou est-ce que c'est plus complexe comme des équations, ou est-ce que c'est plus concret comme de la géométrie? Je sens qu'on n'aura pas notre réponse d'aussitôt. Et c'est pas fini, parce qu'en plus, la recherche de l'origine des mathématiques se heurte à 2 problèmes. En fait, t'as pas bossé, tu connais pas l'origine. Mais c'est fou d'être impatiente comme ça, j'y arrive. Déjà, on va considérer comme origine seulement les choses que nous pouvons comprendre et interpréter aujourd'hui, comme des traces écrites par exemple. Néanmoins, peut-être que les humains pouvaient compter ou imaginer des formes géométriques bien avant ce que nous considérons, nous,
comme les premières manifestations d'une activité mathématique. Ça m'étonnerait quand même qu'ils puissent calculer pi à l'époque. Eh ben détrompe-toi, mais on y reviendra après. Le deuxième problème, c'est notre interprétation biaisée au vu de nos connaissances actuelles. Par exemple, l'os d'Ishango datant de 20 000 avant notre ère a été retrouvé au Congo, gravé de plusieurs traits parallèles que certains interprètent comme le premier dénombrement connu. Mais c'est dans ce genre de cas qu'on ne pourra jamais être sûr de la véritable nature de ces gravures. Ouais, c'est un peu décevant, hein. Oui, bon, les premières mathématiques ont d'abord servi à compter, dénombrer de la nourriture ou du bétail. Par exemple, les Sumériens utilisaient des billes d'argile appelées les calculi pour enregistrer les livraisons et les échanges. C'est dur de considérer ça comme les premières mathématiques, surtout sans trace écrite. Après, il y a une étude sur l'activité des mathématiques dans les civilisations qui n'avaient pas inventé l'écriture, qui s'appelle l'ethnomathématique. L'objectif est de développer la connaissance et la compréhension des formes primitives des maths, et c'est encore très récent. Donc l'origine des mathématiques remonterait à l'invention de l'écriture? L'écriture donne moins d'espace à l'interprétation. Avec le développement de l'agriculture et donc la création des premières sociétés en Mésopotamie, en Égypte, en Chine, etc., l'activité mathématique a vraiment l'opportunité de s'enrichir. Mais concrètement, qui a créé l'écriture? Hey, c'est mon sujet. Oups, bon, je veux pas trop spoiler la présentation de Sacha, mais l'invention de l'écriture est souvent attribuée aux Sumériens en Mésopotamie par un besoin d'organiser l'irrigation et le commerce. En parallèle, les premières mathématiques pour l'économie ou les calculs de surface, dites utilitaires, se développent. Les mathématiques sont donc à la base une réponse à des problèmes sociétaux. Mais donc ça, c'est la création des maths comme on les connaît maintenant? Pas vraiment, mais la création du premier système numérique de type sexagésimal. Alors je crois que tu t'es trompé de thème, ça c'était la semaine dernière. Ah non, ça veut dire que c'est sur une base de 60 et pas de 10 comme nous. C'est d'ailleurs d'eux qu'on a hérité l'usage de diviser les heures. Ah bah, je les remercie pas. Je me trompe toujours entre les heures, les minutes. Donc on retrouve des centaines de tablettes d'argile comportant des signes représentant des relations mathématiques. On retrouve aussi en Égypte, à la même période, des papyrus comportant l'approximation de pi par exemple. Ah, c'est donc un rappel un peu de ce que tu as dit au début. C'est super bien expliqué, dis donc. On croirait presque que tout était prévu à l'avance. T'as vu ça? Donc en fait, il y a déjà énormément de connaissances avant les Grecs. Oui, le fait que tout s'est créé pendant l'Antiquité est totalement faux. Les Grecs ont tout de même apporté une dimension abstraite aux maths et ont marqué la discipline avec Thalès, Pythagore et Euclide principalement. Par conséquent, beaucoup de gens pensent que la discipline s'est créée à ce moment-là. Ah là là, c'est grec. Toujours là à voler la volette. Ok, mais alors, c'est quoi l'origine de la géométrie ou de l'algèbre? Parce que si les maths c'était seulement compter, j'aurais eu 20 au bac, hein. Pas faux. La géométrie est née due à des exigences de la vie pratique, comme l'architecture par exemple. On attribue sa création aux Égyptiens, qui, dû à des problèmes de terrain transformés par les crues du Nil, ont dû calculer les limites des propriétés agricoles pour que la répartition soit équitable. On retrouve même chez les Babyloniens des traces du théorème de Pythagore en 1770 avant Jésus-Christ, soit 1000 ans avant le mathématicien grec. Pour l'algèbre, par contre, il est dur de remonter à sa création, mais on peut en retrouver l'origine du mot. Donc, repris par les Européens, il vient du mot algébar, popularisé par le mathématicien arabe Al-Khwarizmi dans un ouvrage fondateur, abrégé du calcul par la restauration et la comparaison. Et petite anecdote, mais son nom est aussi l'origine du mot en mathématiques algorithme. Ouais, bon, on n'a toujours pas eu notre réponse. C'était les 5 minutes les moins bien rentabilisées de ma vie. Mais Chloé, c'est pas l'arrivée qui compte, mais le voyage. Ou quelque chose comme ça. Oh, waouh. Oh, arrêtez de flirter vous deux. Revenons à la réunion. Oui, t'as raison. Sacha, je crois que tu voulais parler de l'origine de l'écriture? Oui, en effet, étant écrivain, ce sujet m'intéresse vraiment. L'origine de l'écriture, tu entends quoi par là, Sacha? Est-ce que c'est comment nous sommes parvenus à écrire comme aujourd'hui avec notre alphabet latin? Tout d'abord, il est judicieux de souligner que l'histoire de l'écriture montre l'évolution sociale des individus par leur mode de communication. Ainsi, avant l'apparition de l'écriture en elle-même, il existait une proto-écriture. Cela désigne une forme de communication basée sur des signes graphiques. Ce système ne se base pas sur des règles grammaticales. Ces systèmes utilisent des idéogrammes. J'entends ici un symbole graphique représentant un mot ou une idée, et des symboles mémotechniques pour transmettre les informations. C'est bien beau tout ça, mais tu aurais pas des exemples concrets à nous présenter? Si. Pour citer quelques exemples de proto-écriture, on peut citer l'écriture Diaou, sculptée dans des carapaces de tortues dans 24 tombes néolithiques creusées en Chine datant du 7e millénaire avant notre ère. On a également les symboles Vinca, aussi appelés écriture de Danube, qui sont un ensemble de symboles trouvés sur les artefacts datant du 6e au 5e millénaire avant JC. Oh waouh, je ne savais pas qu'il était possible d'écrire sur des carapaces de tortues. Ça devait pas être simple pour lire tout ça.
t'imagines recevoir un message par tortue? Oh, la classe. C'est vrai, mais chut, concentre-toi sur la réunion, c'est important. Et du coup, Sacha, il se passe quoi ensuite après tous ces symboles? À la suite de la proto-écriture, donc, l'apparition de l'écriture serait survenue dans différentes civilisations du monde, donc telles que la Mésopotamie, l'Égypte ou encore la Chine. Ah oui, avec les hiéroglyphes, c'est ça? Oui, entre autres, c'est ça. En Égypte, la prémisse de l'écriture serait les hiéroglyphes. L'apparition de l'écriture s'apparente également au cunéiforme, où les Sumériens vont travailler leurs roseaux en biseau. En les enfonçant dans l'argile, l'empreinte avait une forme de clou, d'où on a tiré ce nom, cunéiforme. On a évalué que cette écriture était composée de seulement 600 signes. Donc l'écriture trouverait son origine en Chine, en Égypte avec les hiéroglyphes et chez les Sumériens avec leur empreinte dans l'argile, c'est ça? Oui, dans le même temps, c'est-à-dire vers 3300 avant JC, mais à plusieurs endroits différents du globe. De plus, les origines de l'écriture apparaissent au début de la phase de poterie au néolithique, au moment où des jetons d'argile sont utilisés pour enregistrer des quantités spécifiques de bétail ou de marchandises. Les jetons sont ensuite progressivement remplacés par des tablettes plates sur lesquelles les signes sont enregistrés avec un stylet. La première écriture réelle est enregistrée pour la première fois à Uruk à la fin du 4e millénaire avant notre ère, avec justement les Sumériens qui utilisaient des roseaux taillés en pointe appelés calames pour tracer les signes sur des tablettes d'argile. Ah oui, les fameux Sumériens. Et oui, leur écriture était donc composée de pictogrammes ou signes représentant un seul mot ou concept. On a évalué que cette écriture était constituée de plus de 1500 représentations. Il faut savoir également que la première véritable écriture, utilisant un alphabet, aurait été développée vers 2000 avant notre ère par les ouvriers sémites du Sinaï. C'est donc comme ça qu'on obtient un système d'écriture. C'est quoi un système d'écriture en fait? Alors, il faut savoir qu'il existe 3 critères pour définir un système d'écriture. Le premier est que l'écriture doit avoir un but ou une sorte de signification. Il y a forcément un message communiqué dans le texte. Deuxièmement, tous les systèmes d'écriture sont composés d'une série de symboles qui peuvent être créés sur une sorte de surface, qu'elle soit physique ou numérique. Enfin, les symboles utilisés dans le système d'écriture doivent imiter la parole afin que la communication soit possible. Ok, super, merci pour l'explication, je comprends mieux maintenant. Et du coup, pour reprendre où tu en étais, après les ouvriers sémites du Sinaï qui auraient développé le premier vrai alphabet vers 2000 avant Jésus-Christ, il se passe quoi? Alors, il faut savoir que l'invention de l'écriture n'est pas un événement ponctuel en soi, mais un processus graduel initié par l'apparition de symboles. De plus, la définition de l'écriture même fait débat chez les historiens. Ainsi, chez certains d'entre eux, ils considèrent que les symboles hiéroglyphes ne sont pas considérés comme de l'écriture, alors que d'autres pensent le contraire. Ah bah génial, si même les historiens ne sont pas d'accord. Donc finalement, on ne sait pas trop de quand date l'origine de l'écriture. On n'est pas trop avancé. Merci beaucoup Sacha pour tes idées. Je vous propose qu'on fasse tous une petite pause. Pas de souci. Ah, enfin! C'est vrai qu'une petite pause s'impose. Je crois que j'ai laissé mon empreinte sur le siège. Ça te dit d'écouter End of Beginning de Joe? Allez. Just one more tear to cry, one teardrop from my eye. You better save it for the middle of the night when things aren't black and white. And the troubadour with
Chicago, I feel it. Another version of me, I was in it. Oh, I went goodbye to the end of beginning. Allez, reprenons notre réunion. Qui veut partager ses idées? Pourquoi pas parler du retour des thérapies psychédéliques et de s'intéresser à l'origine de la plus célèbre d'entre elles, à savoir le LSD. Pardon? Parler de drogue illicite, t'es sûr de ton idée, Willis? Attendez, avant de devenir le symbole de la contre-culture hippie des années 60-70, puis un stupéfiant illégal, le LSD était étudié comme un traitement miracle pour soigner les addictions et différents troubles psychiatriques. Aujourd'hui, lui et d'autres substances psychoactives refont parler d'elle car de nouvelles études sont en cours pour évaluer son potentiel à traiter la dépression, l'addiction, l'anxiété de la fin de vie et le syndrome post-traumatique. Ok, le sujet peut être intéressant. Dis-nous en plus sur son origine. Ok, alors le LSD diéthylysergamide ou LSD-25 est une substance psychédélique puissante synthétisée pour la première fois en 1938 par les chimistes suisses Arthur Stoll et Albert Hofmann à Bâle en Suisse. Il est un dérivé de composé de l'ergot du seigle, un champignon parasite des céréales, connu pour ses effets toxiques et médicinaux. Ah, donc c'est la synthèse d'un champignon hallucinogène. Oui et non, ce champignon produit des sclérotes contenant des alcaloïdes, comme l'ergométrine. L'absorption de ces substances peut provoquer l'ergotisme, ou feu de Saint-Antoine, un syndrome caractérisé par des hallucinations, des tremblements, des convulsions et des gangrènes dues à des contractions des vaisseaux sanguins. Connu depuis l'Antiquité, ce champignon a pu provoquer des épidémies d'ergotisme causées par la consommation de pain contaminé. Ah oui, bad trip assuré. Difficile de voir les effets positifs de ce champi. Attends, parallèlement à ces effets nocifs, l'ergot du seigle était utilisé en médecine pour faciliter les accouchements et traiter les migraines. Des plantes comme l'Hippomhoea tricolore, contenant des composés similaires à l'ergot, étaient également utilisées à des fins rituelles en Amérique précolombienne. Ok, tu me rassures. Revenons aux deux chimistes qui, en 1938, ont synthétisé le LSD pour la première fois, Arthur Stoll et Albert Hofmann. À l'époque, ils travaillaient dans les laboratoires Sandoz et cherchaient à explorer les applications thérapeutiques de l'ergot du seigle. C'est l'acide lysergique, extrait de l'ergot, qui a servi de base à leur synthèse. Le LSD est le 25e dérivé étudié. Les chimistes espéraient trouver un analeptique stimulant le système respiratoire. Cependant, leurs résultats n'ont initialement pas suscité d'intérêt, en raison de ses effets modérés sur la contraception de l'utérus, similaires à d'autres dérivés plus efficaces. C'est 5 ans plus tard, en 1943, que Alfred Hoffmann redécouvre le LSD et, par inadvertance, en absorbe une petite quantité, expérimentant ainsi des effets psychotropes. Par inadvertance, évidemment. Oui, mais intrigué, il décide de tester délibérément la substance le 19 avril 1943, en ingérant 250 microgrammes. Il faut savoir se sacrifier pour la science. Sentant le produit agir, il décide de rentrer chez lui à bicyclette, accompagné par son assistant de labo, l'usage de la voiture étant restreint en raison des restrictions de la guerre. Durant son voyage retour, Albert Hofmann vit des hallucinations intenses et est pris d'anxiété en voyant les objets vaciller et se déformer comme dans un miroir convexe. Pour lui, le voyage parut lent et poussif, mais son assistant le contredira et dira qu'il roulait à vive allure. À son arrivée chez lui, son état s'est rapidement détérioré, avec des sentiments d'anxiété, croyant à tour que sa voisine était une sorcière malveillante, qu'il devenait fou ou que le LSD l'avait empoisonné, buvant jusqu'à 3 litres de lait, réputé pour être un antipoison. Cependant, le médecin appelé à son chevet n'a détecté aucune anomalie physique, à part des pupilles largement dilatées. Hoffmann s'est alors rassuré, et sa peur laissa place à un sentiment de bonheur et de plaisir. Il décrit « Peu à peu, je commençais à apprécier les couleurs inédites et les jeux de formes qui persistaient derrière mes paupières fermées. Des images fantastiques affluaient en moi, alternant, s'ouvrant et se refermant en cercles et spirales, explosant en fontaines colorées, se réarrangeant et s'hybridant dans un flux constant. » Intense comme première expérience. Aujourd'hui, tous les 19 avril, ce voyage en vélo est célébré lors du Bicycle Day. Le trajet en bicyclette d'Hoffmann est refait par des participants en consommant la fameuse substance. Ce trajet symbolise à la fois la découverte personnelle et scientifique des effets du LSD, marquant le début de son utilisation dans divers contextes, allant de la recherche médicale à la contre-culture. Aujourd'hui, son retour dans l'expérimentation médicale offre un potentiel prometteur pour traiter divers troubles mentaux et pour une meilleure compréhension de la conscience humaine. À mesure que la recherche avance, il est possible que le LSD et d'autres psychédéliques
trouve une place intégrée dans la médecine moderne sous des protocoles stricts et supervisés. Je ne connaissais pas du tout cette origine farfelue. Oui, moi non plus. Espérons qu'aujourd'hui, les recherches en cours réussiront à développer les belles promesses de cette substance, aussi polarisante que captivante. Bon, Nour Baptiste, c'est à vous. Je vois que vous trépignez sur votre chaise depuis le début et j'avoue, ça a tendance à m'agacer. Donc allez-y. Pour notre proposition, nous avons besoin du rétroprojecteur. Oh, c'est pas possible. On sait même pas si le rétroprojecteur marche. Visiblement, si. Ah, merci Baptiste, t'es le meilleur. Bien tenté le mensonge pour les faire abandonner, mais je crois qu'ils sont inarrêtables. Silence! On respecte le passage de tout le monde. Zinzin, celle-là. Bon, je vais lancer la vidéo. Je demanderai votre plus grande attention, jeune Padawan. On va faire un voyage spatio-temporel. Ah oui? On a dit de se taire. Oh, pardon, madame. Allez Baptiste, lance-moi cette pépite. Bonjour. Bonjour et bienvenue dans les tréfonds de l'histoire de l'univers. Je suis le capitaine Baptarion. Pour ce voyage, je serai accompagné de mon associé Super Nourva. C'est bien moi. Vous êtes-vous déjà demandé d'où venait notre chère planète Terre et ses voisines? Allez, on vous embarque. L'histoire de leur formation remonte il y a environ 4,6 milliards d'années, avec une gigantesque nébuleuse présolaire. Mais c'est quoi alors? C'est un nuage de gaz et de poussière principalement composé d'hydrogène, d'hélium et de traces d'éléments plus lourds qui s'effondrent sur lui-même sous l'effet de la gravité. Lors de cet effondrement, une proto-étoile se forme au centre, notre futur Soleil. Autour de cette proto-étoile, un disque d'accrétion apparaît. Ce disque, composé de gaz et de poussière, est le théâtre de phénomènes physiques fascinants. Effectivement, cher capitaine. Dans ce disque, les particules de poussière interagissent. Au début, ce sont les forces électrostatiques qui permettent à ces grains de s'agglomérer. Ce sont ces mêmes forces qui rassemblent les poussières en moutons dans nos maisons. Plus tard, la force de gravité prend le relais pour agglomérer les éléments plus massifs. Progressivement, ces grains deviennent des cailloux, puis des blocs de plusieurs mètres de diamètre. Ce sont les planétésimaux. Oh, des planétésimaux. Adorable comme petit nom. Eh, ça ressemble un peu à notre pâte à cookies qui s'agglomère dans le bol, non? Sauf que là, ça prend plusieurs millions d'années. Un peu plus qu'une longue fournée. Même si tu laisses toujours tes gâteaux au four-tonton. Mes dents se souviennent très bien de ce traumatisme. Ces planétésimaux, sous l'effet de la gravité, entrent en collision les uns avec les autres. Certaines collisions sont destructrices, mais d'autres permettent des fusions. Ces corps grossissent alors pour devenir des embryons planétaires appelés protoplanètes. Une fois que ces protoplanètes atteignent une taille critique, leur gravité devient suffisamment importante pour attirer encore plus de matière autour d'elles. Tout dépend de leur position dans le disque d'accrétion. Près de la proto-étoile, les températures sont extrêmement élevées. Et dans ces conditions, seuls les matériaux réfractaires, comme le fer et le silicium, peuvent se condenser. C'est ainsi que se forment les planètes telluriques, comme Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Et pour les autres, plus loin, dans les régions où les températures sont plus basses, les matériaux volatiles comme l'eau, l'ammoniac et le méthane peuvent se solidifier. Des boules de glace peuvent s'accumuler pour former de gigantesques noyaux planétaires. Ces régions plus froides permettent également aux molécules de gaz de ralentir suffisamment pour être attirées par une planète. Là-bas, les protoplanètes sont capables d'accumuler d'énormes quantités de gaz pour former des géantes gazeuses comme Jupiter, Saturne, Uranus ou encore Neptune. Ce processus ne se limite pas à notre système solaire. Les exoplanètes, découvertes autour d'autres étoiles, montrent que cette mécanique est universelle, mais qu'elle peut aboutir à des systèmes planétaires très différents du nôtre. Ces étapes prennent des millions d'années, c'est un processus complexe. Sans oublier que nous sommes nous-mêmes issus de ce processus. Chaque atome qui compose nos corps a vu le jour à une étoile ou a été façonné dans cette formidable usine cosmique qu'est le disque d'accrétion. Je vais presque pleurer, capitaine. Merci d'avoir voyagé avec nous à travers le temps et l'espace. Nous espérons que ce périple vous a permis de mieux comprendre l'origine des planètes. N'oublie pas, Supernova, chaque grain de sable, chaque molécule d'eau a une histoire qui remonte au début de l'univers. Bon, bah bravo, hein, c'était pas mal votre truc là. Et puis il y a bien un lien avec Origine, ouais, c'est vrai. Ouais, franchement, je pensais que ça allait être un peu barbant, mais vous m'avez scotché. Investissement notable. Voilà, fallait juste nous faire confiance. Oh. Et maintenant, vous pouvez briller en soirée étudiante avec vos anecdotes sur les planétésimaux. Oui, bon, enfin, si on se retrouve à parler de planétésimaux en soirée, c'est qu'on a vraiment un problème très grave. Hein. T'es juste pas fun, c'est pas grave. Moi, j'aurais plus tendance à parler de tes cookies cramés et qu'il faut en rester loin, tu vois. Chloé, elle t'a entendu. Oupsie. Bon, allez, on passe à la suite ou on reste dans les étoiles. Perso, j'ai quand même eu ma dose. Ouais, allez, on redescend sur Terre, c'est bon. Bon, et bah je crois que cette présentation clôture notre réunion. Les meilleurs pour la fin. Oh là là, heureusement que c'est la fin. Hein. Ah, d'ailleurs, n'oubliez pas, la SCS, Semaine de culture scientifique, organisée par nos chers M2, n'est pas encore finie. Ah oui, c'est vrai. Il reste quoi comme temps fort déjà? Si tu ne sais pas quoi faire ce week-end, tu peux aller jeter un coup d'œil au marché des connaissances. C'est
samedi 25 janvier de 13h à 17h à la bibliothèque de Mériadec. Ah oui, c'est vrai, je me rappelle l'année dernière d'une expérience sur... T'es sûr d'y aller? En tout cas, t'as l'air d'avoir beaucoup de souvenirs dessus. Eh, te moque pas. En plus des stands, j'ai pu échanger avec des scientifiques en tête à tête. Et ouais... Et est-ce que tu allais participer à la carte blanche? Non, je crois pas. Eh bien, si tu veux, il reste des places pour participer à la grande expérience temporelle demain de 9h à 19h et vendredi de 10h à 13h. Et c'est aussi à la bibliothèque Mériadec? Oui. Par contre, vendredi soir à 20h, le ciné-débat se passera au cinéma Jean Eustache à Pessac avec la projection du film Dahomey de Mati Diop. Ah oui, c'est vrai. Et ça parle de quoi déjà? Je crois que c'est sur la restitution des trésors royaux piliers au Bénin en 2021. Et est-ce que tu crois que... Si tu veux en savoir plus, je t'inscris tout de suite. Je crois qu'il reste de la plage. Je vais aller voir sur le site des leaders de sciences. Oui, et en plus, c'est gratuit. Manquerait plus qu'il y ait un buffet et on serait tip top. Ah ah, bibidi bobidi bou. Tes rêves sont devenus réalité. Non, c'est vrai. Prends ma place tout de suite. C'est fait. En tout cas, un programme bien chargé pour cette fin de semaine. Hein. Et d'ailleurs, en parlant de cinéma, on se retrouve dans 2 semaines pour la prochaine émission des dealers de sciences sur le thème science et cinéma. Tu crois qu'on va parler de Jurassic Park ou des Gardiens de la Galaxie? Tu vas voir, pour le savoir, rendez-vous le 5 février à 19h sur Radio Campus Bordeaux 88.1. À dans 2 semaines. Allez, reprenons notre réunion. Qui veut partager ses idées? Pourquoi pas parler du retour des thérapies psychédéliques et de s'intéresser à